Bonjour à tous, merci d'être là du coup pour notre 6e et avant-dernier webinaire organisé dans le cadre de la semaine de la transphonum. Du coup, je suis Audrey Pépin-Drugeon, je travaille à la Mêlée et on est très heureux de vous retrouver ce matin pour ce webinaire dédié à la cybersécurité. Alors, juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, cette semaine, donc la Mêlée et plus particulièrement le pôle transphonum et cybersécurité vous propose une série de webinaires pour vous sensibiliser à la numérisation des TPE-PME. Donc, si jamais vous n'avez pas pu assister à tous ces webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça vous recevrez directement le lien des replays, puisqu'ils sont tous enregistrés. Et comme vous pouvez le voir sur le planning, nous avons enrichi ces webinaires de coaching grâce à l'opération Tous en ligne maintenant, qui est une opération portée par la Mêlée jusqu'en octobre 2022. Et nous vous proposons également 2 rendez-vous de la sécurité numérique, donc qui sont des ateliers de sensibilisation à la cybersécurité. Il y en a un qui se déroule en ce moment à Montpellier et il y en a un qui aura lieu ce soir à la Mêlée justement, à Nova-Mêlée. Si jamais vous voulez passer, vous pouvez vous inscrire. Donc quelques consignes rapidement. Donc comme je le disais, le webinaire est enregistré. Si jamais vous ne voulez pas apparaître sur le replay, nous vous invitons à couper votre caméra. N'hésitez pas à couper votre micro également pour permettre aux intervenants de ne pas les gêner dans leurs interventions. Et si jamais vous voulez poser des questions, soit vous levez la main ou sinon vous pouvez écrire directement dans le chat et Constance et moi, on se chargera de les remonter aux intervenants. Cette semaine, on avait 2 objectifs principaux à travers cette semaine de la transphonum. Le premier, c'était de vous sensibiliser. Donc en fait, on a organisé des événements tout au long de cette semaine avec les déjeuners de la transphonum qui ont lieu un lundi sur 2, les rendez-vous de la sécurité numérique qui sont des événements organisés donc régulièrement à travers toute la région, ou encore des événements comme la Mêlée numérique qui a lieu en septembre. Tous ces événements-là, c'est des événements qui sont organisés par le pôle transphonum et qui vous permettent de sensibiliser et d'accompagner les TPE-PME. Et enfin, du coup, le deuxième objectif, c'est bien sûr de vous accompagner. Donc là, c'est l'occasion de vous présenter l'opération Tous en ligne maintenant, qui est vraiment à destination des TPE-PME, qui existe déjà depuis plus de 2 ans. Et en fait, qui permet de vous mettre en relation avec des experts en favorisant en fait des coachings en ligne qui sont financés par BPI France. Donc vous retrouvez aussi toutes les infos sur le site de la Mêlée si vous souhaitez en savoir plus. Et nous organisons aussi d'autres événements pour vous accompagner, notamment des jobsticks pour la mise en relation qui touche à l'emploi et la formation dans le secteur du numérique. Et si vous souhaitez avoir un aperçu de toutes les offres proposées en Occitanie, vous pouvez vous rendre sur le hub Entreprendre ou sur France Relance Occitanie. C'est le portail unique des offres France Relance dans la région. Voilà, je ne vais pas être plus longue, je vais vous laisser du coup en compagnie de nos intervenants que je vais laisser le soin de se présenter pour ce webinaire cybersécurité et RGPD et on se retrouve à la fin pour les questions. Du coup, Paul, je te laisse la main pour projeter. Ça marche, merci. Et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez, que tout va bien. Donc moi je On t'entend m'appelle... très bien Ouais, et salut on voit Emmanuel. le partage. Je te Parfait. laisse te présenter, j'enchaîne derrière. Exactement, merci à Emmanuel. Donc on est ravis de vous accueillir dans le cadre de cette transphonum. On va parler de choses qui sont en général pas forcément les plus sexy, mais l'idée justement grâce à vous et par vos interventions, vos témoignages, vos questions, l'idée est de pouvoir vous apporter un juste niveau d'information, de perception de quels sont les risques réels pour les acteurs TPE, PME. La cybersécurité a cette particularité je dirais d'effrayer les chroniques régulièrement, et notamment en ce moment. La difficulté de savoir est-ce qu'on est vraiment concerné, nous, est-ce que nos activités sont concernées. L'objectif de cet échange ce matin est de pouvoir vous apporter des réponses à cette question-là. Est-ce que le risque numérique pour les petits acteurs du monde économique existe-t-il réellement? Et moi, je m'appelle Paul, je suis le patron d'une startup qui s'appelle Upsignon et qui travaille autour de la sécurisation et du renforcement des mots de passe utilisateurs sans effort pour que cet aspect-là de la cybersécurité soit adressé de manière simple et facile.
Et je suis avec Emmanuel qui m'accompagne sur cet exercice. Voilà. Emmanuel. Donc bonjour tout le monde, moi je m'appelle Emmanuel Pratt, je suis consultant en sécurité des systèmes d'information, principalement sur les aspects de GRC, c'est-à-dire la gouvernance, la gestion des risques et la gestion de la conformité. Donc derrière ces bien grands mots se cachent plein d'actions de bon sens et on va échanger un peu avec vous aujourd'hui pour vous en donner quelques-unes au cours de cette présentation. On a retenu un format où on allait à peu près vous dresser un panorama, échanger sur ces fameux risques numériques pour les petits acteurs de l'économie locale ou nationale, sur en gros une grosse demi-heure peut-être, pour laisser la place ensuite aux questions-réponses. Donc vous aurez tout le loisir de pouvoir échanger, témoigner, commenter, tout cela en fin de présentation. Aujourd'hui, Ouais, vas-y, Vas-y Emmanuel. Paul. Non, en gros, ce que j'allais dire, c'est qu'on vous a présenté ce petit slide en quelques chiffres pour vraiment savoir de quoi on parle quand on parle de cybersécurité. C'est pas un effet de mode, malheureusement. Si je prends juste les 2 premiers chiffres, le nombre d'attaques, entre 2020 et 2021 a fait plus 13%. Et vu le début d'année, on se dit qu'il va pas y avoir de régression en 2022. Selon l'ANSSI, la France est le pays en 4e place des cibles d'attaque. Donc ça donne un petit peu le panorama de ce qu'on est et dans ce qui vous concerne, vous, un peu plus, TPE, PME, toujours selon Orange Cyberdéfense, 75 des attaques aujourd'hui portent sur les TPE, PME. Donc on essaie de vous sensibiliser quand on dit que le risque porte, sur vous également, même si, au niveau des médias, on parle surtout, des grosses affaires et des grands comptes, vous êtes aussi parmi les cibles. Voilà et en gros, ce qui est aussi, important à voir, c'est qu'au-delà du coût, que peut engendrer, une demande de rançon ou la remise en état du système, il y a, énormément de choses qui se cumulent entre la perte d'activité, entre les potentielles amendes, à payer. Donc aujourd'hui, il y a un cabinet, d'assurance principalement, donc Ozan, qui a estimé que donc c'est un chiffre global qui est dans le monde, mais qu'en moyenne, le coût d'une cyberattaque, c'est 160 000 €. Donc c'est pas négligeable. Et on va vous détailler ça, plus derrière pour expliquer, pourquoi est-ce qu'on a mis aussi le coût des amendes. Sur l'année 2021, la CNIL, a sanctionné, en moyenne, autour de 110 000 € les PME qui ne respectaient pas, le RGPD. Est-ce que tu Parce veux que ouais. ce qui est important de comprendre dans ce risque cybersécurité, si on le compare au monde physique, on pourrait probablement comparer ça à des cambriolages ou à des, je dirais des détériorations de l'outil de travail qui pourrait être le vôtre, suivant vos activités. Il faut bien comprendre que dans ce monde numérique, les cyberattaques, hein, du coup, elles sont de deux types. On se demande et on sent souvent qu'on n'est pas concerné parce qu'on se pose bien la question de savoir quel intérêt auraient des hackers quelque part de venir nous en vouloir à nous-mêmes, qui seraient plutôt des attaques ciblées qui nous du coup cibleraient nous et notre activité. C'est vrai hein, pour certains secteurs d'activité, mais ça représente plutôt qu'une infime partie de toutes les cyberattaques qui sont menées elles, de manière opportuniste dans le monde numérique. Opportuniste, ça veut dire que il y a si on revient à cette idée de cambriolage, c'est des personnes malveillantes qui se baladent près de vos entreprises et qui regardent si les portes sont entrouvertes et si jamais elles le sont, alors à ce moment-là, ils vont cambrioler sans forcément avoir au préalable ciblé vos activités ou votre entreprise en particulier.
vous êtes un garagiste, vous êtes un avocat, vous êtes une fonction de santé, médecin, kiné, un assureur, etc. Eh ben, c'est entrouvert, eh ben, donc on va y aller, on prend des choses et on verra bien ce qu'on peut en faire. Sachant que la première des choses, c'est de vous changer les serrures et puis de vous vendre les nouvelles clés qu'eux ont à leur possession pour que vous puissiez continuer à travailler. Ça, c'est ce qu'on appelle un ransomware dans le monde des attaques numériques. Et c'est aujourd'hui ce qui change avec je dirais les cyberattaques précédentes qui étaient plutôt des coups je dirais de com, des défis que se lancent les hackers pour essayer d'attaquer des cibles qui sont réputées imprenables. C'est du vol de données en particulier, que ce soit de l'espionnage industriel ou de la revente derrière de données personnelles ou de données à caractère sensible. Aujourd'hui, il y a une vraie pression économique liée à ces cyberattaques. Emmanuel en parlait juste avant. Qui font que la donne a changé. Aujourd'hui, mon activité est à risque si jamais je tombe dans ces filets un peu déployés au hasard sur la toile Internet et qui pourraient faire en sorte que mon entreprise tombe dans ces filets-là. Et malheureusement, j'ai envie de dire, malgré nous, être bloqué, être privé d'activité, être privé de ces outils numériques pour pouvoir continuer à travailler. Dans certains cas, l'outil numérique, il est un support, il est une aide seulement. Dans d'autres cas, et dans de plus en plus de cas, l'outil numérique, il est le cœur du moteur de l'activité des TPE, PME. Et c'est en ça que le risque est très très fort aujourd'hui d'avoir un impact non négligeable, critique sur les activités et la poursuite d'activités d'une entreprise qui se fait attaquer dans le monde numérique. Et pour reprendre l'image de Paul sur le côté cambriolage, enfin la personne qui rentre chez vous parce qu'il a vu une porte ouverte, ce qu'il faut se rendre compte en plus aujourd'hui, c'est que malheureusement, ces personnes malveillantes s'industrialisent et donc aujourd'hui, c'est pas une personne qui passe nonchalamment dans la rue et qui voit votre porte ouverte. C'est un paquet d'espions qui vont regarder est-ce que la porte avant a bien été fermée? Est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre qui reste entrouverte? Est-ce que la porte derrière est bien verrouillée? Et de manière automatique sans que eux n'aient rien à faire. Donc c'est en permanence et dès qu'il y a quelque chose qui est trouvé à un endroit, il y a une petite lumière qui s'allume et là rapidement ils regardent jusqu'où ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais toute la première partie, pour eux est sans effort. Donc ils font ça en permanence, à vérifier tout le temps. Donc c'est pas parce que, le lundi, vous avez bien tout fermé à clé que, le mardi, ils vont pas venir vérifier si par hasard, là, vous avez pas oublié, de fermer une fenêtre ou de fermer une porte. C'est vrai, aujourd'hui, la cybercriminalité, elle est vraiment organisée, hein, c'est du crime organisé, c'est en bande organisée, avec tout un tas d'échelons. Il y a ceux qui regardent si les portes sont ouvertes et ils revendent à d'autres l'ensemble de toutes les adresses des portes ouvertes. Il y a ceux qui vont récupérer les données, donc qui rentrent et qui ressortent, et qui ensuite vont revendre ces données à d'autres, etc., etc. Et comme le dit Emmanuel, tout ça c'est automatisé, ce sont des robots qui tournent en permanence, qui attaquent sans arrêt partout. Il y a des fabs qui testent sans arrêt les mots de passe, qui regardent s'il y a des choses qu'ils peuvent récupérer, qui envoient des mails automatiques à des gens ou des SMS pour récupérer leurs credentials, on va en parler, leurs identifiants. Donc il y a toute cette mécanique-là qui se passe sur Internet, et 95% des cas, c'est parce que il y a quelque chose, une faille que vous ne maîtrisiez pas, qui apparaît dans le scope, qui fait que vous allez pouvoir devenir une cible finalement. La menace réelle aujourd'hui, quelle est-elle? La première, c'est là aussi, hein, comme dans le monde physique, hein, c'est vous arnaquer, c'est-à-dire exploiter des faiblesses, des certaines vulnérabilités que vous avez pour récupérer de l'argent. C'est vraiment ça la menace numéro un. Ou vous empêcher de travailler, hein, pour là aussi récupérer de l'argent. Donc on peut voler vos données, on peut vous bloquer l'accès à vos outils numériques, on peut bloquer l'accès à vos données. Tout ce qui a de la valeur pour que vous puissiez continuer à travailler, c'est cette partie-là que ces cybercriminels exploitent, notamment auprès des TPE, PME. Le médecin à qui on vole les données de santé de ses patients parce qu'on a piraté son mot de passe.
Bon, il n'y a pas d'enjeu d'une certaine manière pour la continuité de l'activité. Le médecin, il peut, même si ça lui est difficile, continuer à travailler. En revanche, pour son image, en revanche, par rapport à la CNIL et le RGPD qui derrière peut le sanctionner, le médecin, il peut être prêt à payer certains milliers d'euros. Et c'est là où les hackers sont forts, c'est qu'ils définissent toujours le montant comme étant quelque chose qui sera possible de payer finalement par la cible. Voilà, le médecin, on ne va pas lui demander 3 millions d'euros, hein, on va lui demander 10 000 euros. Et les 10 000 euros, finalement, par rapport à l'enjeu, il peut être prêt à les payer. Vous, d'ailleurs, si on vous retourne la question, combien seriez-vous prêt à payer, vous, dans vos activités respectives pour pouvoir reprendre vos activités? Peut-être que la première demi-journée, vous pouvez tenir. La première journée, il faut voir. Au bout de 5 jours, sans activité, en perdant des ventes, en perdant du fonctionnement, en mettant tout le monde à l'arrêt, on comprend bien les coûts que ça engendre. Et payer pour récupérer ces données versus remettre en place, recommencer tout depuis le zéro ou aller chercher des sauvegardes qui sont vieilles d'1 ou 2 ans pour relancer l'activité, on comprend bien l'impact que ça peut avoir derrière sur le fonctionnement des activités. Évidemment, il ne faut absolument jamais payer une rançon à des ransomware parce que, un, vous n'avez jamais l'assurance que vous récupérerez vos données. Deux, si vous payez une fois, là pour le coup vous devenez une cible parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne payiez pas 2 fois. D'accord. Et s'ils sont rentrés une fois, ça va être probablement facile de rentrer une deuxième fois. Donc il n'y a vraiment jamais à payer, à de suite à tout débrancher et à appeler la gendarmerie en général, hein, et puis voir avec eux ensuite comment faire pour les leviers que vous avez pour pouvoir, je dirais, continuer, reprendre des activités, déverrouiller les données. Il y a tout un tas de bases de données qui existent désormais pour pouvoir essayer en tout cas de récupérer ces données dans certains cas. Mais ne jamais payer les rançons, c'est toujours la règle à respecter, évidemment. Voilà. Donc, comme l'a dit Paul, ne jamais payer les rançons. Je le répète, comme ça vous êtes sûr d'avoir bien entendu. Sauf que le message soit Et ambigu. voilà. Et surtout, effectivement, aller déposer plainte à la gendarmerie parce que sans plainte, eux ne peuvent rien faire. Et c'est quand même la première action quand ça arrive, de pouvoir essayer de remonter. Parce que deux choses par rapport à ce que disait Paul. Aujourd'hui, on n'a pas réellement d'exemples concrets de hackers qui auraient touché une rançon et qui n'auraient pas rendu les données. C'est pas vraiment dans leur intérêt. Mais comme disait Paul, si vous avez payé une première fois, il va penser que vous êtes prêt à payer une deuxième fois. Donc il essaiera de revenir. L'autre problématique par rapport à un point de vue réglementation, s'il y a des données à caractère personnel dans les données qu'il a chiffrées, rien ne vous garantit que les données n'ont pas été volées en parallèle. Et soit il vous redonne l'accès, oui, mais lui, il a conservé une copie. Et si on prend le cas d'un métier réglementé, d'un brevet, enfin, ou des données qui ont une vraie valeur et pas uniquement pour votre entreprise, hein, une valeur commerciale qu'il peut revendre, il y a pas grand-chose qui l'empêchera de le faire, même si vous avez payé. Voilà, donc quitte à avoir pris ce risque-là, et à dans cette difficulté, c'est pas forcément utile de lui redonner les moyens de vous rattaquer ou de financer en fait ses prochaines attaques, qu'elles soient vers vous ou vers quelqu'un d'autre. Et puis ce qui est important aussi dans la remontée d'informations via une plainte ou autre, je dirais, format, main courante, etc., c'est que ça permet en fait d'informer d'autres acteurs des risques qui sont encourus. C'est un peu comme quand il y a un cambriolage, si on ne dit rien, les voisins, ils ne vont pas forcément se préparer à ce que ça puisse arriver à nouveau et les concerner à eux. Donc c'est vraiment important d'augmenter la vigilance collective sur des pratiques qui se font. Il y a toujours un côté un peu honteux à s'être fait avoir. Rares sont les témoignages, surtout dans le cas où on paye, et il ne faut pas le faire, on vous le rappelle. Mais c'est très important de partager ces informations-là, d'alimenter les bases de connaissances, je dirais, collectives pour mieux se défendre, mieux préparer les outils, mieux préparer les réactions, éventuellement stopper ces cybercriminels par des actions de police qui vont bien. Donc il y a ce côté, en parler, se faire aider, se faire accompagner, c'est très important. Donc en prévention, mais aussi en curatif quand on est victime d'une attaque. Et une attaque, ça ne veut pas dire tout est bloqué, on a un ransomware, etc. Ça veut dire on s'est fait pirater la messagerie, et donc en fait pendant quelques temps on ne reçoit plus les mails,
Ces cyberattaquants qui se font passer pour nous auprès de nos clients, de nos fournisseurs, etc., pour essayer de les arnaquer à eux. Il y a tout un tas je dirais, d'actions qui existent et qui sont des attaques, qui sont de la cybercriminalité. Donc deux cas d'usage qu'on voulait vous présenter je dirais ensuite de ces points-là. C'est le chantage aux données, hein, comment ça se passe typiquement, ce qu'on appelle un ransomware, c'est qu'on a vos données et on vous en bloque l'accès. Le deuxième cas, ça sera vraiment le blocage de vos activités, qui sont pour nous les deux risques, on va dire, principaux auxquels une TPE-PME est exposée dans le monde numérique de manière tout à fait réelle. Voilà, c'est vraiment ces deux risques-là qui sont, à nos yeux, les principaux, et au vu des derniers chiffres qui sont remontés, qui sont probablement une vue partielle des vrais chiffres, hein, des chiffres réels, mais il faut bien faire avec ce qu'on a. Donc le principe du chantage aux données, c'est que c'est dans les cas où les données elles-mêmes ont de la valeur, d'accord? Que ce soit un cas donc on voyait beaucoup par le passé des données stratégiques d'entreprise sur des volontés de rachat, sur des analyses concurrentielles, sur des stratégies de sortie de nouveaux produits, sur une base de données marketing pour des gens qui font de l'événementiel, etc. Des données critiques, des données personnelles sensibles, où là ça va être plutôt le RGPD qui va rentrer en compte dans le cas de hack. L'idée, c'est quoi? C'est de vous faire payer pour pouvoir récupérer un accès à ces données ou pour ne pas divulguer ces données. D'accord? Donc, c'est la menace, hein, qui est le dernier point, c'est si vous ne payez pas la rançon, si vous ne donnez pas l'argent en bitcoin sur un compte complètement anonyme, moi, je vais divulguer ces données sur Internet. Donc là, les secteurs généralement concernés, ça va être des secteurs dans lesquels les données ont cette fameuse valeur-là, si elles sont révélées, hein, ça peut être un problème pour l'entreprise ou pour la fonction d'être diffusée. On va retrouver typiquement les fonctions de santé, donc tous les médicaux, maisons de santé, kinés et autres, les juristes également, donc toutes les relations entre les avocats et leurs clients, les dossiers en cours, etc. Les collectivités aussi, avec la relation aux usagers, des informations, des données de paiement pour la cantine, etc. Donc, toutes ces infos-là, elles vont atteindre l'image de la fonction si jamais elles sont diffusées. Elles vont porter préjudice aux personnes concernées par les données qui sont diffusées. La CNIL va vous tenir responsable, comme le dit le RGPD, du fait qu'il y a eu une violation de données. Et ensuite, tout se jouera sur la capacité que vous aurez à démontrer que vous aviez quand même mis en place le minimum nécessaire pour pouvoir sécuriser les données. Ça, c'est le côté CNIL, la sanction de la CNIL qui peut venir, je dirais, vous concerner. Et puis, ça n'enlèvera pas tout le problème d'image et d'atteinte à vos activités si les données sont diffusées. Donc, en général, comment ça se passe? C'est l'intrusion par un compte utilisateur. D'accord? Donc c'est typiquement le dernier qu'on a vu là, dans l'actualité, parce que ça, il suffit de regarder sur une semaine, hein, pas la peine d'aller chercher très loin les infos, mais le dernier c'est le hack de la caisse primaire d'assurance maladie. Vous avez dû sûrement le voir, on a parlé de 500 000 ou 510 000 comptes usagers, hein, nous tous, hein, qui ont été hackés. En fait, ce qui s'est passé, ce sont les hackers, ils ont récupéré des identifiants de médecins, ils ont réussi à se connecter à leur place avec leur compte et ils ont copié toutes les données auxquelles ils avaient accès sur les comptes. Donc, la donnée en gros de tous les patients, de la vingtaine de médecins qu'ils ont hackés, plus tous ceux auxquels ils ont accès par voie détournée, on va dire. Les médecins n'ont pas assez co-données de leurs patients à eux. Et donc ils ont récupéré toutes ces données-là et ils ont commencé à en diffuser certaines pour montrer que c'était donc typiquement ce genre de hack-là. On le dit pour dire regardez, je suis quand même assez balèze. Et deux, surtout, hein, on revend les données qu'on a hackées à d'autres qui vont s'en servir pour aller faire autre chose. D'accord? Donc il y a des infos intéressantes. C'est vraiment le hack standard lié aux données. Dans vos activités respectives, vous pouvez rencontrer ces cas-là. Je reprenais l'exemple du médecin qui j'ai récupéré les données de vos patients. Donc, si vous voulez que je ne diffuse pas, c'est 10 000 €. Et les médecins peuvent être tentés de payer. Le deuxième cas, c'est le blocage de vos activités. C'est, à notre sens, je dirais le pire des impacts qui peut affecter une TPE-PME. C'est-à-dire l'outil numérique aujourd'hui est tellement central dans les activités de tout le monde que, je dirais, ne plus avoir accès au numérique nous empêche de travailler.
Je prends l'exemple d'un coiffeur. Certains ont un rapport à l'outil numérique très faible. D'autres font toutes leurs réservations aux clients directement en ligne. Alors, si on n'a plus accès à ça, si les gens ne peuvent plus réserver en ligne, pendant un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours peut-être, on n'a plus personne qui vient dans le salon. Ça peut être supportable, ça peut être très difficile. On parlait d'un garagiste aussi, c'est un des derniers cas de hack qu'on a vu. Toute une série de garages Renault, pour ne pas les citer, qui ont été hackés, ou en tout cas qui ont été bloqués pour l'activité. On ne peut plus faire la maintenance des véhicules, on ne peut plus enregistrer ce qui a été fait, on ne peut plus savoir ce qui a été fait dans le passé, donc on ne peut plus travailler. Et pendant ce temps-là, du coup, ceux qui avaient rendez-vous pour les révisions vont l'avoir fait ailleurs. Et donc c'est vraiment une perte de chiffre d'affaires net qui peut arriver pour les acteurs. Donc là, c'est un peu tout le monde qui est concerné. Ça dépend du niveau de numérisation qu'on a, on va dire, et du rapport au numérique qu'on a, des systèmes de protection qu'on a mis en place et des cas de remédiation qu'on peut avoir prévus si jamais on n'avait plus accès au numérique. Donc c'est important aussi de prévoir tout ça. Et c'est en ce sens que la prise en compte du risque cyber est intéressant, c'est de pouvoir s'assurer que, un peu comme pour le risque incendie ou on parlait de risque cambriolage, c'est comment on fait si jamais ça arrive, mais pas uniquement se dire ça n'arrivera pas ou je ferai tout pour que ça n'arrive pas. C'est comment on fait, comment on travaille, comment on continue à travailler si jamais on a un problème de ce type. Donc là, le blocage des activités, souvent c'est un hack un peu plus évolué, hein, ça rentre quasiment tout le temps par un compte utilisateur, on a volé le mot de passe ou on a essayé des mots de passe qu'on a récupérés sur Internet, puisque malheureusement on utilise un peu tous les mêmes mots de passe partout. Et donc ça c'est une vraie faiblesse pour la sécurité, notre sécurité numérique au sens entreprise. On s'octroie des droits dans le système d'information, on va couper les sauvegardes, on va infecter tranquillement, de manière posée, dans le temps, un maximum des systèmes, des PC, des réseaux, des serveurs, etc. Puis quand tout est prêt, on clique sur un bouton et poup, pendant la nuit, ça va chiffrer toutes les données, hein, donc ça va crypter toutes les données. Et quand on revient le lendemain, tout est verrouillé, on ne peut plus y accéder. Il y a un message souvent sur l'écran qui dit moyennant le versement de telle quantité d'argent sur tel compte Bitcoin, vous récupérerez vos données. Donc là, vraiment, c'est le blocage complet du système. En plus, avec un peu double peine, c'est qu'en général, les hackers, ils ont aussi fait une copie de toutes les données pour pouvoir aussi les revendre et générer de l'argent par ailleurs. Donc deux risques majeurs qui sont le chantage aux données, le blocage de vos activités. Ça peut paraître, je dirais, moins impactant que ça n'y paraît. Imaginez-vous ne plus pouvoir avoir accès à Internet pendant une semaine. Juste ça. On hack votre box de connexion Internet au boulot. Vous n'avez plus Internet pendant une semaine. De suite, on commence à mesurer l'impact que ça peut avoir, plus ou moins, dans nos activités respectives. Donc, et comme l'a dit Paul, effectivement, cet impact est très lié à l'usage personnel qu'a votre entreprise de ces outils numériques. Parce qu'au-delà de, on va dire, du système de messagerie, du système de réservation, on va juste vous le présenter dans le slide d'après, mais on a des cas où, une fois qu'ils étaient rentrés, quand ils ont accès à l'ensemble du système, ils ont accès à la compta. Donc, impossibilité de payer les salariés, impossibilité de payer les fournisseurs. Voilà, donc le coût de ce type de sanction, d'attaque peut monter très vite. Donc on n'a pas été exhaustif, on le sait, c'est trop compliqué, il y en a trop tout le temps. On a pris quelques exemples que nous, on a suivis de près ou de loin, qu'on trouvait parlants, et pour vous montrer un petit peu la diversité aujourd'hui du type d'attaque de la pâtisserie Wash, donc qui est de mémoire 4 ou 5 employés, heu, à, heu, à Amélie, donc qui est là, on peut dire en termes de système un peu plus complexe, mais comme l'a expliqué Paul, c'est plus par des failles, d'utilisateurs que ça a été, piraté. Hem Et un petit peu pour recouper les exemples qu'on vous a présentés avant, pour illustrer les exemples qu'on vous a présentés avant, hem, quand on parle du cabinet d'avocats de Charlie Hebdo, heu,
Donc c'est vraiment, le cabinet a vraiment été ciblé. Il y a peut-être une question opportuniste, à la détection, mais on peut se dire aussi que sur ce genre de choses, les cyberattaquants savaient très bien qu'ils s'attaquaient à un ca ou l'ont su très rapidement que c'était un cabinet d'avocats et là, ils ont essayé vraiment de prendre, les données des dossiers en cours qui leur paraissaient, pertinents. Sur le côté, garage Renault par contre, c'est plus un effet de rebond qui était, intéressant pour eux. Je pense pas qu'ils avaient imaginé, sur cette simple attaque qu'ils allaient bloquer, environ 600 garages, sur des opérations de maintenance. Voilà, donc ça fait partie un petit peu de ce qu'on voit. Là, dernièrement, il y a un fabricant de matelas, qui a été aussi, attaqué au niveau de son service de paiement en ligne. Donc, il y a tout un ensemble de données clients qui ont été récupérées avec y compris des numéros de carte bleue. Heu, vous avez, récemment, l'hôpital, de Castelluccio en Corse qui a été, attaqué, l'attaque a enfin les attaquants ont bloqué, le système de radiologie pendant plusieurs jours. L'ENAC, qu'on a cité, donc qui est dans la liste là, pareil, a été victime d'une cyberattaque. Plusieurs cours ont été suspendus. Les cours, comme ce sont, pour certains des futurs aviateurs, il y a certains cours qui sont, à travers des avions, donc il y a une centaine d'avions qui ont été cloués au sol, qui pouvaient plus voler, pas parce qu'ils avaient été, piratés en direct, mais on va dire par risque justement de, qu'est-ce qui avait été, touché ou pas. Parce qu'on a toujours on va dire cette épée de Damoclès, une fois qu'on a, réussi suite à une attaque à, circonscrire le périmètre attaqué, bah, on n'est jamais sûr que, il y a pas des portes dérobées, qui peut pas aller, au-delà par un autre moyen, qu'on a bien verrouillé, tous les accès et une fois qu'ils sont rentrés, c'est très compliqué de gérer et d'être sûr de toutes les données qu'on a. C'est pour ça que, typiquement dans les exemples, moi, que j'ai vus, réellement, heu, le laboratoire Fabre, donc qui a été attaqué en 2019, fin d'année, heu, le retour estimé à la normale par les équipes, techniques, est de mémoire, on n'est pas loin de 18 mois. Mmh. Pour un retour complet entre le rétablissement du système et le fait d'avoir récupéré, à peu près tout ce qui pouvait être récupéré en termes de sauvegarde et de retour et de fonctionnement normal, et de dire: «C'est bon, la crise est passée». Voilà, c'est très, très long et Ouais, je ça, pense que souvent qu'on ne se rend pas compte. les ordres de grandeur sont bien ceux-là. Il y a à peu près une semaine de temps de, je dirais, de remise de retour à l'activité. C'est pas rare. Certains, c'est plutôt une journée parce qu'ils sont bien préparés, bien équipés, moins dépendants peut-être au numérique. Mais l'ordre de grandeur, c'est une semaine. Et ensuite, il y a un temps très long de fonctionnement dégradé. C'est-à-dire oui, effectivement, on peut travailler, mais soit partiellement, soit sans historique, ou en faisant les choses à la main, là où avant on faisait avec le numérique. Donc ouais, il y a une forme de format dégradé, et c'est ça qui dure pendant très longtemps, le temps que tous les systèmes soient remis en place, que tous les outils soient réinstallés, qu'il y a un certain historique ou de données alimentées qui permet de faire tourner certains outils, etc. etc. Voilà et plus le système d'information est complexe, important, plus, la durée forcément va être longue. C'est ça. Donc, sur la partie RGPD, pour en dire juste quelques Mmh. mots, on a mis ici quelques exemples. Sur le volet cybersécurité du RGPD, on ne va pas s'étendre forcément beaucoup plus longtemps sur la partie RGPD. Le RGPD, donc lui, ne va regarder, vous le savez probablement, la partie des données personnelles sur lesquelles on agit. Et il y a une obligation de sécuriser ces données personnelles quand on en a sur nos systèmes. Et c'est en ce sens-là qu'il y a un lien entre RGPD et cybersécurité. Ce qui veut dire que vous êtes responsable des données personnelles que vous avez sur les personnes concernées, sur les usagers, sur vos clients, sur vos utilisateurs, sur vos salariés.
Et si jamais ces données sont violées d'une certaine manière, qu'elles soient divulguées ou pas, alors la CNIL peut vous sanctionner pour manquement constaté après analyse, après étude. On le voit ici, c'est le dernier point qui est noté dans les manquements possiblement constatés, c'est cette obligation d'assurer la sécurité de ces données-là. Et donc c'est en ça qu'il y a ce lien avec le RGPD. Voilà, et juste, c'est aussi un des intérêts. Donc, on manque des fois un peu de matière pour pouvoir parler des attaques cyber au niveau des TPE, des PME ou des grands groupes, parce que ça reste encore quelque chose d'un peu tabou, d'un peu secret. Donc, nous, on parle par rapport à notre expérience et par rapport aux éléments qu'on arrive à capter, mais on sait très bien qu'on n'est pas exhaustif aujourd'hui. Un des intérêts, c'est que la CNIL, par contre, publie, donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir, publie les sanctions qu'elle donne. Donc les médias reprennent très souvent les sanctions qui vont à l'encontre des GAFAM, parce qu'on est sur des montants très importants. Mais vous pouvez voir que là, dans l'exemple de la société Nestor, ils ont été condamnés à 20 000 € d'amende pour l'ensemble des obligations qui étaient là. Celle-là, elle est suite à une plainte. Donc, ce sont des personnes qui ont posé une plainte, mais ça pourrait très bien, la CNIL peut s'autosaisir suite à une divulgation de données qui auraient été faites par un cyberattaquant. Donc, le résultat serait le même. La société Nestor, je ne sais pas, j'ai pas fait l'enquête, je ne sais pas si elle a été, si c'est lié à cette amende ou pas, mais là aujourd'hui le dossier est clos au niveau de la CNIL puisque la société Nestor pardon, depuis est en liquidation judiciaire, a fermé. Donc voilà. Est-ce que dans les questions qu'on vous a posées tout à l'heure, combien vous seriez prêt à payer pour récupérer vos données, posez-vous aussi la question, quel est le montant d'une amende qui pourrait entre guillemets être plus ou moins indolore, parce que aujourd'hui, on a parlé à plusieurs reprises des médecins qui pouvaient aussi être des cibles parce que maintenant quand ils s'en aperçoivent les pirates que ces médecins se rendent compte qu'ils ont accès à des données qui pour le médecin ont de la valeur. La CNIL a condamné également 2 médecins pour défaut de protection des données de leurs patients, respectivement à 3 000 et 6 000 € de mémoire. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver et ça grimpe assez vite dans ces montants-là, de tout ce qui peut être sanctionné, facturé, voilà. Il n'y a pas que ce que le cyberattaquant vous a demandé de payer en termes de rançon. Il n'y a pas que ce coût-là. Voilà. Ah, tout à fait. Bon, du coup, quoi faire? La question, c'est comment vous pouvez faire maintenant que vous êtes au courant de tout ça, que vous comprenez davantage les risques auxquels TPE, PME vous êtes exposés. Une fois que vous comprenez aussi que c'est surtout opportuniste plutôt que ciblé, quand même, dans la plupart des cas. Déjà, le premier niveau de sécurité, c'est d'éviter de tomber dans les filets, d'éviter de faire en sorte qu'on fasse partie de ces cibles opportunistes parce qu'on aurait mal fermé les portes ou on aurait laissé rentrer des inconnus. Si on reprend dans le monde physique, dans le monde numérique, c'est la même chose. Il y a une forme de bonne pratique à appliquer pour éviter de tomber dans les filets opportunistes des cyberattaquants. Si on reprend les images physiques, de fermer les portes à clé, de ne pas laisser entrer des inconnus, de renouveler ou de vérifier la maintenance des instincteurs, tout ça, en fait, dans le monde numérique, c'est la même chose. Et souvent, on est moins équipé, on ne le fait pas. Et pourtant, c'est essentiel. Donc, les premiers niveaux, c'est les mots de passe utilisateurs. Donc, il faut absolument que tout le monde ait des mots de passe robustes, uniques, sur tous les comptes pour éviter que les hackers puissent récupérer ces mots de passe à un endroit et les réessayer chez vous et rentrer. C'est comme une clé que vous auriez utilisée à la fois pour rentrer chez vous et pour
le placard ou le casier de la piscine ou des vestiaires. Si c'est la même et que le hacker il peut l'avoir, voilà, il va pouvoir rentrer chez vous. C'est vraiment cette idée. Donc il y a un gros travail sur la partie mot de passe utilisateur. Le deuxième, c'est le risque ce qu'on appelle le phishing, le smishing, toutes ces actions-là que vous devez recevoir à longueur de journée, à longueur de temps, qui vous incitent à aller cliquer sur des liens, vous ou vos collaborateurs, à aller cliquer sur des liens pour là aussi récupérer des données, installer des outils malveillants sur les postes ou faire tout un tas d'actions à votre insu. Le phishing, c'est un peu comme laisser rentrer des inconnus chez soi. Non, on n'ouvre pas un inconnu, on ne laisse pas rentrer quelqu'un sans qu'il soit accompagné dans nos entreprises. On ferme bien les portes à clés des entreprises. Et ces activités, c'est aussi des choses que vous devez avoir en tête, que vous devez trouver les moyens pour les éviter, en vous protégeant avec des outils ou en mettant en place des formations, des sensibilisations auprès du personnel pour qu'ils soient au courant, pour qu'ils ne tombent pas dans ces pièges qui sont toujours très très bien faits, qui mettent à risque vos activités, comme on l'a vu, puisque le fait d'avoir des mots de passe qui sont trop faibles ou de cliquer sur des liens de phishing, ça fait tomber dans les filets des hackers. Ce n'est pas encore le hack qui se passe à ce moment-là, hein, mais c'est plus tard, vous pouvez être du coup parmi ces cyberattaqués par la suite. Un élément aussi important dans les bonnes pratiques autour de votre sécurité numérique, c'est de mettre à jour tous les systèmes, vos Windows et autres PC, vos antivirus, vos sites internet qui soient à jour des derniers patchs, on va dire, des derniers correctifs. Et tout ça, c'est très important de le maintenir. C'est toujours un peu fastidieux. C'est souvent à confier à d'autres, hein, parce qu'on ne sait pas bien faire nous-mêmes. Mais c'est très très important parce que tous les jours, les gros acteurs du numérique découvrent des failles dans leur système que les hackers avaient même peut-être d'ailleurs déjà trouvé avant eux, les mettent à jour des correctifs, c'est sans arrêt, c'est tout le temps. Et donc il faut vraiment toujours être aux dernières versions de tous ces systèmes-là. Puis un élément important, c'est de comprendre que la sécurité numérique, c'est un enjeu collectif. On parle de la sécurité, c'est l'affaire de tous, hein. Reprenez l'exemple de la sécurité incendie ou tout ça, hein. C'est au plus tôt on détecte, au mieux on est préparé, au moins les impacts seront forts pour l'entreprise. Et ça se fait tous ensemble. Il n'en suffit pas d'un qui sait, il n'en suffit pas d'avoir un prestataire qui sait, il faut que tout le monde soit un minimum formé, agisse un minimum pour pouvoir sécuriser ce numérique d'entreprise, ce système d'information d'entreprise, pour freiner, éviter ou minimiser les impacts des principales attaques, des principales arnaques, des ransomware et autres, je dirais, hacks que vous pourriez subir. Hein. Donc renforcer les mots de passe, éviter les phishing, mettre à jour tous les systèmes et puis former, accompagner vos équipes à mieux prendre en compte, mieux réagir à ces risques cyber. Donc un peu de bon sens là-dessus. Quand on dit renforcer les mots de passe, comme le disait Paul, c'est utiliser des mots de passe uniques, utiliser des mots de passe robustes. Donc aujourd'hui, il y a plein d'éléments pour vous expliquer comment construire un mot de passe robuste et ne pas stocker le mot de passe sur un post-it collé sous le clavier, ne pas le stocker dans un fichier qui reste sur le poste de travail parce que justement, si un pirate arrive par un biais autre que l'ouverture de session arrive jusqu'à votre poste de travail, il n'a pas besoin de trouver le fichier où il y a tous les mots de passe de tous les outils de l'entreprise auxquels la personne a accès. Et puis, mettre à jour les systèmes, tout ce qui est mis à jour, comme le disait Paul, c'est primordial parce que c'est un des premiers éléments qui est détecté par les robots, donc de manière automatique. Et comme l'a dit Paul, si vous ne savez pas faire, c'est normal que vous ne sachiez pas tout faire, faites-vous aider. Heu, quand on reprend l'exemple du monde physique, c'est pas vous qui contrôlez spécifiquement les extincteurs, qui les renouvelez, c'est pas vous qui contrôlez l'installation électrique de votre entreprise. Voilà, vous faites appel à quelqu'un pour le faire, c'est pas votre cœur de métier, donc ça a un certain coût, mais ce sera toujours moins cher et toujours plus pertinent que, de subir une attaque. Et puis surtout qu'en ce moment, vous avez, Audrey en parlait à l'introduction, l'opération
alors tous numériques maintenant, ou tous en ligne maintenant. Tout ça en ligne maintenant. Ouais, c'est ça, qui vous amène un premier niveau je dirais, de coaching, financé en partie par la mêlée, par la région, enfin par des acteurs institutionnels de ce type, qui vous donnent accès du coup à tout un tas d'actions simples, immédiates, sans, je dirais, sans coût additionnel, je dirais, qui soit lié à quelque chose qui ne soit pas, enfin, qui soit pas à la portée de vos entreprises. Donc n'hésitez pas à profiter de ces aubaines-là pour renforcer la sécurité de vos outils de travail. Donc l'idée, c'est il faut se faire accompagner. Je vais même rajouter quelque chose sur ce sujet, Ouais. Paul. Tu Ouais. parles de ces coachings tous en ligne maintenant. Ils sont même subventionnés à 100% Bon, par ben BPI France pour ok. les entreprises qui ont plus de 2 ans et qui font plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ben voilà, super. Merci Constance. Et du coup, ces accompagnements-là peuvent vous amener du conseil, peuvent vous aider à trouver les outils adaptés à votre usage, à vos besoins. Ce sont des experts du métier qui viendront et qui, en gros, vont vous accompagner par rapport à votre besoin, puisque la sécurité, on a cité Amélie ou Fabre, ou les laboratoires Fabre tout à l'heure. La sécurité qui est mise en place dans ces endroits-là n'a pas besoin d'être réutilisée par la pâtisserie Wash avec 2 personnes, par le médecin qui a ses patients. Voilà, la sécurité, elle s'adapte et elle doit s'adapter par rapport au contexte de l'entreprise, par rapport à ses besoins. Et du coup, toutes les mesures ne sont pas des mesures avec un coût prohibitif. Certaines sont juste, euh, si on reprend sur le point d'avant, la formation et la sensibilisation des collaborateurs, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, qu'il faut renouveler puisque les habitudes se perdent. Ouais. Il y a des nouveaux arrivants, donc voilà, c'est des choses qu'il faut penser à renouveler. Et ça peut être fait si vous avez un système complexe, si vous touchez à des données de santé ou ou des données de paiement, ça peut être nécessaire d'être fait par quelqu'un d'extérieur. Mais une fois que vous avez fait la première, ça peut aussi quelque chose être fait en interne, tout simplement, en réexpliquant ce qui doit être fait. Ça n'a pas forcément besoin d'être une formation certifiante qui coûte, je ne sais pas combien, mais qui coûte cher. Du Il coup, nous reste quelques minutes pour ouais. pouvoir recueillir vos témoignages, vos questions, vos réponses, en espérant que nous ayons été suffisamment clairs sur la présentation. Donc, si vous Alors, avez des questions, vous pouvez lever les mains ou les poser dans le chat si ce n'est pas déjà fait. moi, je vais avoir une première question. En introduction, vous disiez que la France était le 4e pays cible. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Pourquoi est-ce qu'on est en si haute position? Est-ce que c'est parce qu'on est reconnu pour avoir des entreprises qui sont mal sécurisées, mal sensibilisées? Non, c'est pas vraiment une question de niveau de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, la France fait partie des pays qui ont des infrastructures. Le déploiement de la fibre un peu partout a augmenté les usages. Il y a une vraie transformation numérique qui est en place et qui continue. Donc, de plus en plus d'entreprises qui vont vers une évolution de leur activité en utilisant de plus en plus du numérique, en utilisant de plus en plus des moyens de paiement. Et je pense que c'est surtout cette partie-là. Il ne faut pas y voir un retard de la France sur les usages ou sur les technologies. C'est plus, je pense que c'est vraiment lié à une activité de nos entreprises. Est-ce qu'on est plus visible ou pas? Je ne sais pas le dire aujourd'hui. Ton micro est coupé, Constance.
Merci. Alors, on a une nouvelle question. Quelle est la bonne démarche à suivre en cas de phishing? C'est une bonne question. Le phishing, le plus difficile, c'est de se rendre compte qu'on a été victime de phishing. D'accord? Parce que souvent, quand l'arnaque a lieu, c'est trop tard, on va dire. Donc, tout dépend des informations. Donc, quand on s'en rend compte, et qu'après coup, on se dit, ah, merde, ok, j'ai compris. Ouais. Le compte CPF ou qu'est-ce que j'ai été encore accusé de pédocriminalité par l'adjudant, je ne sais pas quoi, ou le colis que j'ai censé recevoir et que je ne reçois pas. Toutes ces arnaques-là qu'on reçoit plusieurs fois par jour, tous autant qu'on est, hein, les boîtes pro ou les boîtes perso, si on s'en rend compte après coup, ça dépend des informations qu'on a divulguées. D'accord? Donc, si on a donné des mots de passe, il faut remplacer les mots de passe. Si on a donné nos moyens de paiement, idéalement, on fait bloquer les moyens de paiement pour les remplacer. Si on a donné des informations qui sont immuables à notre identité, hein, nom, prénom, adresse, les numéros de téléphone, les numéros de sécurité sociale, enfin, certains hacks certains phishing sont tellement évolués qu'on croit vraiment qu'on est en situation de confiance, c'est tout le principe de l'arnaque. Et donc on va vraiment donner tout un tas d'informations. Ben là, il n'y a pas grand-chose à en faire, si ce n'est éventuellement d'être vigilant sur tout ce qui sera opération liée à la connaissance de ces informations-là par la suite. D'accord? Si on connaît votre numéro de téléphone, on peut savoir quel est votre opérateur téléphonique, on peut vous faire passer des fausses factures, on peut pirater votre deuxième facteur, hein, le code que vous recevez sur le numéro de téléphone quand vous vous connectez, ça peut être piraté. D'où l'importance, du coup, vu les moyens limités qu'on peut avoir derrière, une fois qu'on s'est fait arnaquer de ce type-là, pour réagir, de prévenir, d'être informé, de savoir ce qui existe comme phishing en ce moment, de former les gens, de le dire aux autres, d'en parler pour se prémunir de tout ça. Il existe des outils, des outils qui permettent de mettre en place de manière plus ou moins automatisée des systèmes, des campagnes de faux phishing du coup auprès de vos équipes, auprès de vos collaborateurs, qui vous permettent du coup de monter le niveau de sensibilisation des équipes à ces pratiques-là, d'avoir des points de vigilance, de vérifier l'expéditeur de l'email, le site internet sur lequel on se trouve, de vigilance sur la typologie de données qu'on me demande alors qu'il n'y a pas lieu d'être, etc. etc. Et Dieu sait que les hackers ou les phishers sont très 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 forts pour nous faire tomber dans l'arnaque. C'est bien le principe de l'arnaque, c'est qu'à un moment donné, on a manqué de vigilance, et c'est ce manque de vigilance qui est exploité. Donc c'est très facile après coup de dire, ah ben ouais, mais attends, il suffisait de savoir et de ne pas le faire, alors qu'en fait, c'est très facile de tomber dans du phishing. Donc pour compléter ce que disait Paul, en amont, sensibiliser, faire des exercices et toujours avoir à l'esprit, que, il y a peu d'actions aujourd'hui qui nécessitent d'être, faites dans l'urgence. Donc cliquer rapidement sur le lien, l'offre expire ou le délai imparti, heu, a atteint sa limite. Donc c'est vraiment toujours se poser la question de: «Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire dans l'urgence?» De prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait, à la situation et à qu'est-ce que me dit le mail, le SMS, est-ce que c'est pertinent ou pas? Donc ça, c'est vraiment se mettre toujours dans cette posture-là et pour être toujours dans cette posture-là, comme vous disiez Paul, il y en a tellement, dans la vie, donc il y a les plus gros où aujourd'hui, ils sont tellement mal faits que je pense que presque plus personne se fait avoir. Mais comme ils continuent à exister, on se dit nous, d'un point de vue professionnel, que quelque part, il y a encore des gens qui doivent cliquer sur les liens ou se faire avoir puisque sinon, les phishing de base n'existeraient plus. Ils seraient tous, s'ils n'avaient plus d'utilité, ils ne les utiliseraient plus. Donc mais c'est toujours être vigilant et cette vigilance, elle passe par s'habituer à se poser des questions, sur, qu'est-ce que me dit le personne, qu'est-ce que me demande la communication, mail ou SMS? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que je suis vraiment, dans un état pour y répondre? Et la deuxième chose, quand c'est arrivé, Paul l'a très bien dit, c'est essayer
au maximum de savoir quel est le type de données qui a pu être divulgué à travers ce formulaire souvent à remplir ou autre, et déposer plainte. On l'a dit tout à l'heure, il est impératif d'aller déposer plainte en gendarmerie. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour mener l'enquête et essayer que ça ne se reproduise pas, pour essayer de minimiser, alors ça n'arrive pas tout le temps, c'est comme un vol de vélo, mais ça arrive quand même, de minimiser et de faire que les données que vous avez pu divulguer, enfin pu transmettre, ne soient pas justement divulguées à tort et à travers, qu'elles puissent être, que l'action qui était prévue puisse être stoppée. Donc, on le sait que ça arrive. Voilà, c'est pas du garanti, mais il faut absolument porter plainte. Alors vous avez plein de questions en fait dans le chat, Emmanuel et Paul, donc on va se les enchaîner un petit peu. Ouais, on Donc va essayer d'être court alors. on a une question: que pensez-vous d'un point de vue RGPD d'avoir une sauvegarde backup stockée aux États-Unis, comme l'exemple de Google Drive? Ouais, bon, là, on va laisser la CNIL se positionner là-dessus parce que c'est à la fois très clair dans les textes et ambigu dans la pratique. Ne serait-ce que le fait, au-delà de la localisation des données, qu'elles soient entre les mains d'une boîte américaine qui, on le sait, ne respecte pas le RGPD, hein. C'est-à-dire que si le gouvernement le demande, alors les données de toute boîte américaine peuvent être exploitées, on va dire, rapatriées, etc. Je laisserai parler les experts sur le sujet. C'est pas la bonne pratique. Disons que si jamais on peut faire autrement, faisons autrement. Pour les questions de souveraineté, donc ça, on peut lever le point pour dire privilégions des solutions qui ne sont pas dépendantes d'autres nations. Et on voit en ce moment, l'actualité nous le rappelle que c'est déterminant pour la suite, hein, on ne sait jamais. Donc privilégions plutôt des solutions de ce type-là. Et là, au moins, le RGPD est compatible. Moi, pas grand-chose à rajouter. Je dirais juste, la seule possibilité d'aller vers ça, c'est de chiffrer vous-même les sauvegardes avant de les exporter. Non, mais il existe tout un tas d'acteurs français qui font exactement la même chose que Google Drive. Voilà. Donc, il y a des Toulousains même qui le font. Donc, il y a d'autres solutions. Donc, je privilégierai plutôt cela. D'autres questions, parce qu'on arrive à l'heure. Là, il est 10h. Super. Alors une question pour toi, Paul. Concernant la stratégie de mot de passe, on pousse assez souvent le SSO pour simplifier la vie des utilisateurs, mais sur le fond, ça laisse une clé qui ouvre toutes les portes d'accès d'un coup à nos outils donnés. Votre avis? Entièrement d'accord. Pour moi, c'est la sécurité sur les mots de passe ou sur le reste. La sécurité numérique, c'est la sécurité en général. D'ailleurs, c'est une suite de couches de sécurité. D'accord. Toutes pris unitairement ne sont pas infaillibles. Et donc, c'est bien en mettant plusieurs d'affilée qu'on va sortir des radars. Donc, le SSO, ça a vraiment ce seul objectif de limiter la pression du nombre de mots de passe différents. Il n'y en a plus qu'un. Mais effectivement, c'est le fameux sésame qui ouvre toutes les portes. Et ce sésame-là, il faut le sécuriser. Donc, si ce sésame-là, c'est le même mot de passe que j'utilise partout sur le web, en général, parce que de toute façon, il n'y a aucun SSO qui soit le SSO de ma vie numérique, moi à titre perso ou à titre pro. Le seul qui peut jouer ce rôle-là, c'est le coffre-fort de mots de passe. C'est ce qu'on fait par exemple avec UpSign-On. C'est un coffre-fort dans lequel vous mettez toutes vos clés, celles des SSO, les autres, qui vous permettent d'en avoir des différentes sur tous les comptes et qui vient compléter tous les modes de connexion que vous pouvez avoir sur le web à titre perso ou à titre pro. C'est complémentaire avec les autres outils qui renforcent la sécurité. C'est parce qu'un SSO, c'est complexe à hacker, notamment si en plus il y a un mot de passe fort, si en plus c'est derrière des pare-feux, et si en plus vous avez du double facteur, et si en plus, voilà, là vous commencez à être une cible complexe, donc c'est pas vous qu'on va attaquer en premier. On prendra tous les autres qui n'ont pas de SSO sécurisé ou qui mettent des mots de passe utilisateurs trop faibles. Donc le SSO pour moi c'est un complément du gestionnaire de mots de passe. Et aujourd'hui, gérer des mots de passe différents sur tous les comptes est suffisamment robuste. Ça ne peut pas se faire sans outils, donc il vous faudra, c'est ce que recommande l'ANSSI, un gestionnaire de mots de passe. Une question sur le budget. Quel budget moyen à prévoir pour une TPE pour bien se protéger? Bien se protéger, on va dire, ça voudrait, on va dire, c'est comme pour la sécurité. Le minimum à faire, on l'a exposé tout à l'heure, renforcer les mots de passe. Des gestionnaires de mots de passe, il en existe, il y en a qui sont gratuits. Donc le budget, c'est zéro. Un petit peu de temps pour les déployer. Nous, UpSign-On, c'est 50 centimes par utilisateur par mois. D'accord. Donc pour 10 personnes, c'est 60 € l'année. Hein, voilà, on ne peut pas dire que ce soit un budget très important. Ensuite, vous avez sensibilisation au risque phishing, accompagnement, formation. Là, il y a des modes de financement qui existent avec les OPCO. Il y a de plus en plus de choses qui se font sur la partie cyber. Donc, le premier niveau de
je dirais, de sécurité à atteindre, celui qui est juste suffisant pour sortir des radars. Ça ne veut pas dire que ça évite tout, hein. Ça, on peut rarement éviter tout. Ce premier niveau de sécurité, en fait, il vous coûte surtout l'effort de le faire. C'est un changement un peu de perception, de se dire qu'il y a un risque qui existe et que ma responsabilité d'entrepreneur, ma responsabilité de dirigeant, il est de m'assurer que le minimum est fait pour y aller. Et c'est pas tant une question de budget, parce qu'on n'est pas en train de parler de systèmes complexes, lourds et coûteux, on est plutôt en train de parler de bonnes pratiques. Et je dirais que c'est celui qui est commun, quel que soit le profil d'utilisateur que l'on a. Le problème de la question de quel budget il faut, c'est très compliqué d'y répondre sans savoir quelle est l'activité de l'entreprise, quelle est son adhérence aux outils numériques et est-ce que son système il est fermé ou ouvert. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a tout son système d'information très segmenté avec la production qui n'est pas en lien avec les postes de travail, qui n'est pas en lien avec Internet, avec un site web qui n'a pas d'interaction avec son SI, la surface d'attaque est moindre et donc le budget dédié à la sécurité ne va pas être le même qu'avec une entreprise qui va être complètement dématérialisée avec tous ces systèmes qui échangent en permanence où là, il faut mettre de la sécurité à tous les niveaux, Mm. qui va avoir des transactions de paiement. Voilà. Ça dépend vraiment de l'activité et c'est très compliqué à dire comme ça. C'est pour ça que typiquement, il faut, pour répondre à cette question, il faut qu'il y ait une personne qui vienne échanger avec vous, qui comprenne le contexte de l'entreprise pour savoir quels sont les budgets à estimer et à devoir mettre en place. Et on a une dernière question, toujours sur les mots de passe. Qu'en est-il du remplissage automatique des passwords sur son PC aux outils utilisés très régulièrement? À quel point est-ce risqué? Alors, c'est pas tant le remplissage automatique qui est risqué, c'est qui remplit automatiquement. C'est-à-dire quel est l'outil qui connaît vos mots de passe, hein. Typiquement, je pense que la question, elle veut dire que ceux qui connaissent mes mots de passe, ce sont mes navigateurs Internet. Ça, typiquement, aujourd'hui, c'est pas sécurisé, c'est pas suffisamment sécurisé. Surtout si il n'y a pas de mot de passe pour verrouiller vos navigateurs. Donc certains on gère les mots de passe en local, donc c'est uniquement sur votre poste. Mais vu que le navigateur il est exposé sur Internet, que ce sont des outils connus, il y a des failles qui sont exploitées pour aller récupérer les données dedans. Donc il faut un minima que ce soit chiffré. Et si c'est du Google Chrome ou les autres, c'est en ligne, donc c'est chez Google, donc c'est eux qui connaissent. Donc on peut dire qu'il y a un bon niveau de sécurité, mais en même temps, tous les mots de passe sont au même endroit, et on sait bien qu'il y a toujours des failles un peu. Donc il y a des outils de gestion de mots de passe qui sont avancés, ça en est un. Il y a il y a une fonction de remplissage automatique, une extension de navigateur qui est reliée à votre coffre et qui permet de remplir automatiquement les champs, et c'est bien un élément de valeur ajoutée, de ne plus avoir à mémoriser les mots de passe, de ne plus avoir à les saisir, tout en ayant des mots de passe différents et suffisamment robustes sur tous les comptes. Donc c'est surtout là où sont stockés vos mots de passe que c'est important, plus que les fonctionnalités d'usage qui seraient du remplissage automatique ou pas. Après, c'est pas dangereux, j'ai envie de dire, c'est plus un niveau de risque. C'est-à-dire que si jamais il y a des failles, si jamais c'est hacké, vous pouvez être sûr que c'est là-dessus que c'est comme de mettre la clé sous le paillasson. C'est pas dangereux. Vous avez bien fermé la porte, mais si quelqu'un vient, il va commencer par regarder sous le paillasson. C'est vraiment cette même démarche-là. Donc voilà, il vaut mieux rendre la tâche un peu plus difficile en mettant les mots de passe ailleurs que dans les navigateurs. Puis si vous mettez le même mot de passe partout et qu'il est écrit sur le post-it collé à l'écran, c'est pas très grave que le navigateur remplisse automatiquement le mot de Ouais. passe. La pire des pratiques, c'est le même mot de passe partout. De réutiliser un mot de passe, c'est la pire des pratiques. Vous réutilisez votre mot de passe sur un site web aux périodes de Noël parce que vous allez créer un compte pour acheter un truc pour les enfants, mais jamais vous n'y reviendrez. Vous ne savez pas quel niveau de sécurité il y a sur ce site. Ce site, il est hacké. Votre mot de passe, il fuite. Les hackers, ils achètent des bases de données avec les mots de passe. Et après, ils les essayent sur tous les comptes classiques, Facebook, Google, le Orange, les machins. Ils essayent. S'il y a un nom d'entreprise dans l'email, ils essayent sur l'entreprise et poup, ils rentrent parce que c'est le même mot de passe. Quand je dis le même mot de passe, attention, ce n'est pas exactement le même. C'est le mot de passe avec la racine, les variantes que vous mettez à l'arrière, etc. Les lettres que vous remplacez par des chiffres, tout ça, les moteurs, ils les font automatiquement. Donc ils vont essayer tous les mots de passe qui s'approchent plus ou moins, ou les variantes connues que l'être humain met en place. Ils sont très très forts pour ça, et ça leur coûte rien du tout, hein. C'est des automatismes qui le font, ce sont des robots qui font ça. Donc voilà, le meilleur mot de passe, c'est celui qu'on ne connaît pas. C'est comme est-ce que vous savez redessiner vos clés
pour rentrer chez vous, la clé de la voiture, la clé de la maison. Est-ce que vous savez la dessiner? Non, vous ne savez pas la dessiner. Vous savez juste que vous la sécurisez pour ne pas la diffuser. Et c'est la même chose pour les mots de passe. Il faut des mots de passe robustes. Le meilleur des mots de passe, c'est celui que vous ne connaissez pas. Et donc, évidemment, il faut un outil pour pouvoir le saisir à votre place, parce que si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas le saisir. Merci à tous. Merci Emmanuel, merci Audrey, merci Constance. Ouais, merci beaucoup. Merci On beaucoup. arrive au bout de la session. Merci à tout le On vous monde. encourage à aller Intervention, suivre la c'était très, séance très de clair. coaching qui a lieu un peu plus tard dans la matinée, pour ceux qui le peuvent, à vous rapprocher de la mêlée pour tout ce qui serait de vos enjeux de numérique, hein, pas uniquement de sécurité, mais bien de tout ce qui est numérique, qu'on parle de relations clients, qu'on parle de données, qu'on parle de data, qu'on parle de cybersécurité aussi. On va vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt. Merci Bientôt. beaucoup. Et pour ceux qui Merci sont arrivés en beaucoup. cours de route et qui ont loupé le début du webinaire, pas de souci. Tout sera de nouveau disponible en replay sur notre page YouTube. On a un dernier webinaire à 14h sur les données, justement. Donc, ça peut bien compléter ce webinaire. Donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'événement de la semaine de la Transfonum pour notre dernier webinaire de la semaine. Et on clôture cette semaine avec un rendez-vous de la sécurité numérique en présentiel. Donc, pour ceux qui sont à Toulouse, on vous donne rendez-vous également à 17h à Nova Mêlée. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.